Prenons une image, juste 2 secondes. On a 19 ans. On est en pleine force de l'âge. Et au lieu de planifier la prochaine grosse soirée étudiante, on est là à organiser méticuleusement une routine matinale pour prévenir l'inflammation cellulaire. Ouais, le truc très spontané, quoi. C'est ça. On scrute ses données de sommeil paradoxal sur une application, on essaye d'optimiser son taux de cortisol avant les examens. Ça semble presque de la science-fiction ou alors le comportement d'un biohacker de la Silicon Valley qui a la cinquantaine. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe à l'échelle d'une génération entière. C'est un bouleversement massif, en fait. Ce qu'on considérait il y a encore, peut-être 10 ans, comme une parenthèse occasionnelle, le fameux cliché du week-end au spa pour décompresser après un gros stress, c'est en train d'être littéralement effacé. Et complètement réécrit. Mais exactement, le concept même de bien-être, le fameux wellness, a muté. C'est plus du tout un luxe ou une petite échappatoire de fin de semaine, c'est devenu une véritable stratégie de survie super proactive et intégrée à chaque seconde du quotidien. Bon, allez, on décortique ça. Parce que pour vraiment comprendre l'ampleur du phénomène, aujourd'hui on se lance dans une plongée en profondeur d'un article de recherche ultra détaillé. C'est signé Caroline Berger de Femini et ça s'appuie sur une vraie montagne de données. Et quand on dit une montagne, c'est pas une exagération. Non, pas du tout. On parle de la grande étude Future of Wellness de McKinsey. Ils ont interrogé plus de 5000 consommateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. Donc c'est pas juste un micro-sondage sur les tendances d'un quartier branché de Paris ou New York, c'est une vraie radiographie mondiale d'une génération. Une génération qui, il faut le rappeler, n'a jamais connu le monde sans un smartphone dans la poche. Et ce contexte technologique, il change absolument tout. Ah oui, le rapport à l'info est totalement différent. Tout à fait. Les données de McKinsey montrent qu'on a affaire à des individus qui évoluent depuis l'enfance, dans un environnement où l'information médicale, nutritionnelle, psychologique, elle est omniprésente. Ils ne découvrent pas la diététique à 30 ans à cause d'une petite crise de la trentaine, tu vois. Ils baignent dedans depuis le collège, en fait. Voilà, c'est leur norme. Et ça se traduit par une statistique de l'étude qui, franchement, m'a fait relire la page 2 fois. Sur les consommateurs américains de la génération Z, on a 56% qui placent le fitness et la santé physique en très haute priorité. C'est énorme. C'est colossal. Parce que pour donner une idée du décalage, si on prend la population globale, toute génération confondue, ce chiffre, il plafonne à 40%. Donc on a des jeunes de 20 ans qui sont infiniment plus préoccupés par leur maintien en forme que des personnes qui ont genre 30 ans de plus qu'eux et qui, logiquement, devraient s'en soucier beaucoup plus. C'est fou, hein? Mais la clé pour comprendre cette obsession si précoce, en fait, c'est pas du tout l'esthétique. Ah bon? C'est pas pour être beau sur la plage, hein. Pas du tout. Les générations précédentes faisaient du fitness pour sculpter leur corps. Souvent en réaction, genre j'ai pris du poids donc je vais courir. Là, les données qualitatives de l'article pointent vers un concept précis, le healthy aging, le vieillissement en bonne santé. À 20 ans. Ouais, ils adoptent des comportements pour favoriser la longévité cellulaire à un âge où, historiquement, on se croyait immortel et invincible. C'est fascinant. Enfin, ça donne vraiment l'impression qu'ils traitent leur propre corps comme une classe d'actifs financiers. L'analogie est super bonne, ouais. Quand on y pense, pour cette génération, les jalons traditionnels de la réussite, acheter une maison, faire une carrière bien linéaire pendant 40 ans, avoir une bonne retraite, tout ça semble complètement hors de portée. Ou super incertain. C'est clair. Donc, s'ils peuvent pas investir dans la pierre ou dans une certitude économique, ils investissent massivement dans la seule chose sur laquelle ils ont un contrôle absolu, leur biologie. C'est genre un plan d'épargne retraite, mais pour les organes et les articulations, quoi. C'est exactement ça. Et ce parallèle avec l'économie, il est redoutablement pertinent. Dans la sociologie, c'est ce qu'on appelle la santé comme capital. C'est pas une angoisse morbide face à la mort, hein. C'est plutôt pragmatique du coup? Très pragmatique. C'est une pure gestion de l'incertitude. En accumulant de la vitalité, de la souplesse, en gros de la résilience physique, dès le lycée, ils s'achètent une forme de sécurité face à un monde extérieur qui est perçu comme complètement chaotique, instable. Le corps, c'est devenu le dernier refuge de la souveraineté individuelle. D'accord, je vois bien l'idée du corps comme coffre-fort. Mais la grande question, c'est comment ils gèrent le stress que ce chaos extérieur génère tous les jours? Parce que, bon, on ne peut pas aller courir un semi-marathon tous les matins si on est complètement paralysé par l'angoisse de la mineure. L'article insiste lourdement là-dessus. Pour eux, la frontière entre le corps et l'esprit, elle a juste disparu, c'est terminé. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça, la santé mentale est passée du statut de problème à régler en urgence au statut d'infrastructure de base. Et le catalyseur de cette bascule, l'accélérateur absolu, ça a été la pandémie de Covid-19. Forcément. Faut s'imaginer être au lycée ou à la fac à ce moment-là. C'est la période exacte où on est censé forger son identité sociale, sortir, se détacher de sa famille. Et d'un coup, le monde s'arrête. Enfermé dans sa chambre pendant des mois,
Devant un écran, avec une incertitude économique globale, les taux d'anxiété et le sentiment de solitude ont explosé chez les plus jeunes, c'est mesurable et c'est dramatique. Donc le confinement a vraiment agi comme une énorme loupe sur des failles qui existaient déjà, quoi. Exactement. Et la réponse à ce traumatisme collectif a été radicale. Les données de McKinsey sont claires, la génération Z dépense nettement plus que n'importe quelle autre tranche d'âge dans les services liés à la santé mentale et à la pleine conscience. Donc on parle des applications de méditation, des thérapies en ligne, ce genre de choses, hein. Tout à fait. Tous ces outils numériques de gestion du stress. Alors, là je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y. Quand on voit l'omniprésence de ces applis, avec leurs abonnements mensuels, les petites notifications colorées qui te rappellent de respirer en pleine conscience pendant que t'es coincé dans les transports en commun, est-ce qu'on n'est pas juste face à un gros vernis consumériste? C'est-à-dire? Bah, une solution de facilité. On télécharge une appli pour se donner l'illusion qu'on gère son anxiété, plutôt que de s'attaquer aux vraies racines du mal-être. Enfin, un pansement numérique, quoi. C'est une critique très classique et légitime. Mais les entretiens qualitatifs de Family y racontent une autre histoire en fait. Pour ces jeunes, c'est pas un simple gadget, c'est une volonté farouche de devenir le propre architecte de leur bien-être psychologique. Donc, ils prennent le contrôle. Voilà. L'étude appelle ça la quête d'empowerment émotionnel. En clair, ils refusent totalement l'ancienne norme médicale. L'époque où on attendait passivement de faire une grosse dépression pour aller voir un psychiatre, c'est fini. Ils veulent prévenir plutôt que guérir, même pour le cerveau. Exactement. Ils veulent comprendre les mécanismes de leur humeur au quotidien. Ces applications et ces thérapies, c'est utilisé comme une brosse à dents. C'est de l'hygiène mentale quotidienne, préventive et surtout complètement déstigmatisée. L'hygiène dentaire pour le cerveau. L'image est excellente en vrai. Au lieu d'attendre la rage de dents insupportable, on se brosse les neurones tous les jours pour éviter la carie mentale. C'est une super métaphore. Mais il y a quand même un sacré paradoxe qui me saute aux yeux. Cette hygiène mentale, qui est censée nous ancrer dans le présent, nous détacher du stress, elle se pratique presque exclusivement via le smartphone. Ah oui, l'outil même qui génère l'anxiété. Exactement. Et ça nous amène en plein cœur d'une dynamique passionnante de l'étude, la création de nouveaux espaces de socialisation, qu'ils soient physiques ou virtuels. Les fameux tiers-lieux du bien-être. C'est hyper intéressant parce que le domicile est devenu hybride avec le télétravail ou les études à distance. Le bureau ou l'école, c'est plus des repères aussi fixes qu'avant. Donc cette génération a cherché de nouveaux espaces d'appartenance. Et paradoxalement, les réseaux sociaux jouent ce rôle central. C'est là qu'on pense à TikTok, par exemple. Oui, et surtout à ces sous-communautés massives, comme FitTok. Et c'est là que la mécanique devient un peu vertigineuse. Enfin, si on essaye de visualiser ce que FitTok, c'est pas juste un petit forum de discussion. J'aime bien voir ça comme un immense vestiaire planétaire, mais qui tourne sous algorithme. Un vestiaire planétaire, c'est très visuel. Bah oui, on y entre pour chercher, je sais pas, comment faire un étirement pour soulager le bas du dos. Et très vite, l'algorithme capte nos besoins. Il commence à suggérer des routines de plus en plus complexes. Et là, on voit des milliers de personnes de notre âge partout dans le monde qui partagent leurs victoires, leurs recettes de cuisine, leurs échecs. Il y a une entraide incroyable. C'est l'influence des pairs poussée au niveau maximum. Et le mécanisme algorithmique est fondamental là-dedans, parce qu'il démocratise un savoir qui, avant, était vraiment réservé à une élite. C'est vrai, ça coûtait cher avant. Bah oui. Il y a 20 ans, pour avoir un programme de muscu super précis, couplé à une analyse de vos macronutriments, il fallait payer un coach sportif et un diététicien. Aujourd'hui, un jeune de 17 ans a accès à une base de connaissances quasi infinie et gratuite, juste en scrollant sur son écran. Ça brise totalement l'isolement de ceux qui veulent se prendre en main mais qui ne savent pas par où commencer. Ok, c'est le beau côté de la médaille. Mais tout algorithme a sa part d'ombre. Parce que si je retourne dans mon fameux vestiaire planétaire, je vois pas que des conseils bienveillants. On est bombardé en permanence par des corps ultra sculptés avec des éclairages parfaits, des routines matinales de 3 heures qui sont juste impossibles à tenir quand on a un boulot normal. La pression est énorme. Mais comment ils gèrent cette tension entre le désir sincère d'être en bonne santé et ce rouleau compresseur d'une esthétique performative? Enfin, chaque repas, chaque minute de méditation semble devoir être documentée et validée par les autres. C'est la ligne de crête la plus dangereuse de toute cette redéfinition du bien-être. Les chercheurs constatent une vraie saturation informationnelle, doublée d'un effet comparaison sociale constant. On n'est pas fait pour se comparer à la Terre entière. Exactement. Le cerveau humain, il est juste pas programmé pour se comparer tous les jours à des millions de personnes sélectionnées par une machine.
La boucle est super pernicieuse. Le réseau social donne les outils pour aller mieux, mais l'esthétisation à outrance de ce mieux-être redéfinit la norme toujours plus haut. Et donc on se sent jamais assez bien. Voilà, ça génère un sentiment d'insuffisance et inévitablement de l'anxiété. Le serpent qui se mord la queue, quoi. L'outil qui donne le remède sécrète aussi le poison. Et c'est là que les attentes de cette génération évoluent très très vite. Ils sont pas dupes, ils commencent à voir clair dans ce jeu. Tout à fait. Ils cherchent de plus en plus l'authenticité. Ils veulent sortir de la surface lisse des écrans pour un truc plus tangible. Et ça, le monde de l'économie et des entreprises, il se le prend de plein fouet. Les marques peuvent plus juste coller une petite étiquette zen en vert sur un produit pour que ça se vende. Ah non, l'effet domino sur les modèles économiques classiques est sévère. Le consommateur de la génération Z, il est hyper informé, il sait lire l'étiquette d'un complément alimentaire, il connaît les ingrédients controversés. Le greenwashing, ça passe plus. Exactement. Pour capter leur attention aujourd'hui, l'industrie doit vraiment passer d'une simple logique de produit à une logique d'expérience holistique et transparente. Les exemples de l'article là-dessus sont hyper révélateurs. Si on prend l'industrie hôtelière, avant un bon hôtel, c'était une belle chambre, un bon lit et une salle de sport glauque au sous-sol avec 3 tapis de course qui grincent. Ouais, le classique. Mais aujourd'hui, les chaînes qui ciblent ces jeunes adultes, elles intègrent l'intelligence artificielle pour générer des programmes de récupération physique sur mesure pendant le séjour. Ils proposent des trucs comme des immersions en forêt, la fameuse sylvothérapie, ou des retraites de silence. C'est une approche globale. Voilà. Même la gastronomie est axée sur le végétal et les microbiotes intestinaux. En fait, l'hôtellerie vend plus un lit pour dormir, elle vend une remise à zéro complète du système nerveux. C'est fascinant. Et cette mutation, il faut bien comprendre qu'elle déborde largement de la simple consommation ou des loisirs. Ça attaque le noyau dur de la société, le monde du travail. Ah, les ressources humaines. Exactement. La culture d'entreprise. Attirer et retenir un jeune talent aujourd'hui, ça demande des arguments très différents d'il y a 15 ans. Fini l'époque où mettre un baby-foot dans la salle de pause et offrir des pommes le mardi, ça suffisait à faire une entreprise cool. C'est totalement terminé. Le bien-être est devenu une exigence non négociable, imposée par la base, par les employés eux-mêmes. L'étude montre que cette génération lie sa performance professionnelle à son épanouissement personnel. C'est inextricable. S'il n'y a pas de soutien psychologique ou de flexibilité, L'entreprise ne recrutera pas. C'est aussi simple que ça. Le bien-être est devenu une composante structurelle. ouais, mais soyons pragmatiques 2 minutes. Quand une énorme multinationale se met soudainement à proposer des abonnements de méditation et des thérapies en ligne à ses employés, c'est un vrai réveil moral profond ou c'est un calcul hyper froid et cynique? C'est une bonne question. Enfin, on optimise l'employé comme on graisse les rouages d'une machine. On veut qu'il soit productif plus longtemps, on limite les arrêts maladie et on évite que son capital santé se dégrade à cause du stress du boulot. En réalité, les chercheurs expliquent que les intentions initiales de l'entreprise importent presque moins que le résultat systémique. Que ce soit du cynisme économique pour booster la productivité ou de la pure bienveillance, le fait est que le contrat social a changé. Le rapport de force est inversé. Exactement. Les jeunes travailleurs forcent la main des directions. Et ils vont encore plus loin. Ils regardent l'alignement éthique de la boîte. C'est-à-dire L'écologie, tout ça. l'empreinte écologique, la provenance des produits, l'impact social. Pour eux, travailler pour une entreprise dont l'éthique est toxique, c'est perçu comme une agression directe contre leur propre santé mentale. Ah ouais, tout est lié. La santé de l'individu est intrinsèquement liée à la santé de l'écosystème global. Donc, le corps, le cerveau, le lieu de travail, la planète, tout est connecté dans leur définition du wellness. C'est une approche presque philosophique en fait. Terriblement exigeante, mais franchement assez admirable quand on la compare aux décennies d'insouciance qu'on a pu connaître avant. C'est très ambitieux, oui. Mais, parce qu'il y a un gros mais, c'est une étape cruciale quand on analyse ce genre de phénomène sociologique. Faut regarder sous le capot des données. On vient de dessiner le portrait d'un jeune de 20 ans qui a un abonnement premium de méditation, un tracker de sommeil à 200 balles au poignet, qui mange des probiotiques sur mesure et qui refuse un job si le bilan carbone de la boîte est mauvais. C'est un profil très spécifique. Bah oui, on parle de qui, très exactement là? Et c'est la grande limite de cette étude. Caroline Berger de Femini la soulève d'ailleurs avec beaucoup de clarté dans son analyse. L'échantillon de McKinsey est vaste, on l'a dit, plus de 5000 participants, mais il est concentré sur les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Donc ça exclut énormément de monde. Ça élude complètement les dynamiques des pays en développement, où les priorités, c'est l'accès aux soins de base. Dans ces pays, cette définition ultra poussée du bien-être, elle est totalement hors sujet. Mais même sans aller au bout du monde.
Au-delà de la géographie, il y a la question du portefeuille, de la classe sociale, même au sein de nos pays riches. Ah bah la fracture est évidente. Toute cette architecture de prévention optimisée, ça coûte une fortune. Se nourrir de produits frais, bio, non transformés, c'est un luxe. Avoir le temps et l'espace mental de faire 1 heure de yoga au calme chez soi, c'est un luxe. Avoir le dernier smartphone pour faire tourner l'IA de fitness, c'est un luxe. Est-ce que ce nouveau wellness, aussi génial soit-il, ne trace pas une énorme ligne de fracture socio-économique? Mes données obligent vraiment à faire ce constat. L'approche qu'on observe, elle est très homogénéisée. Elle peine à refléter les disparités de revenus, les contraintes de ceux qui vivent en zone rurale, ou même les défis liés au handicap. C'est réservé à une élite urbaine, au final. En grande partie. Les jeunes issus de milieux défavorisés qui cumulent des petits boulots précaires ou qui vivent dans ce qu'on appelle des déserts médicaux, ils n'ont ni le temps ni l'argent pour investir dans ce capital santé. Et c'est la double peine, parce que c'est justement ces jeunes qui subissent la précarité et le stress chronique qui auraient le plus besoin de cette prévention et de ce soutien psychologique. Et c'est eux qui en sont exclus. C'est un angle mort majeur de l'industrie. Si le marché veut vraiment embrasser l'éthique globale qu'il vante à la génération Z, il va devoir sérieusement repenser l'accessibilité de ses offres. C'est le biais de désirabilité sociale. Ah, le fait de mentir pour bien paraître dans les sondages? C'est un peu ça, oui. La génération Z a érigé la santé comme une norme d'excellence. Donc l'identité sociale est très liée au fait de se montrer sain. Lors des entretiens, il est fort probable qu'une partie des répondants idéalise un peu leurs habitudes. Ils vont déclarer des routines de méditation ou des régimes alimentaires beaucoup plus stricts que ce qu'ils font en réalité. Ouais, on connaît tous l'écart entre le profil public Instagram parfait et la réalité du dimanche soir où tu manges de la junk food devant une série pour oublier le stress du lundi matin. C'est profondément humain. Prends un peu de recul sur tout ce paysage qu'on vient de traverser, on réalise quand même à quel point la secousse est profonde. Le petit spa isolé de l'époque, il a explosé en plein vol. Oui, il n'en reste rien. La génération Z a pris ce vieux concept passif de la détente et ils en ont fait une discipline de fer. Une vraie armure préventive pour affronter un siècle super complexe. Ils ont fusionné le corps et l'esprit, transformé l'hygiène mentale en nécessité, et ils utilisent les écrans comme bouclier et comme lieu de communauté, même avec les dangers algorithmiques. C'est un changement de paradigme total. Et en exigeant cette transparence, cette fusion entre perso et pro, ils changent pas seulement leur vie, ils obligent tout l'écosystème social et économique à s'adapter à leurs conditions. Et la question, c'est juste à quelle vitesse le reste de la société va s'aligner. C'est peut-être ça la plus belle leçon de tout ça. Comprendre que prendre soin de soi, c'est plus une indulgence coupable. C'est un vrai investissement rationnel face à un monde imprévisible. C'est une belle façon de le résumer. Mais bon, avant de se quitter, il y a une dernière pensée qui me taraude. Un truc à garder en tête. À force de mesurer nos cycles de sommeil à la seconde près, d'optimiser chaque macronutriment, de scanner notre humeur sur des tableaux de bord, et de toujours devoir performer cette santé parfaite sur les réseaux, est-ce qu'on n'est pas en train de créer le terreau d'une toute nouvelle pathologie ? Le burn-out du bien-être. Exactement. Le burn-out de l'optimisation personnelle. Le jour où l'obligation d'aller parfaitement bien devient la source principale de notre angoisse. Voilà, c'est une pensée assez vertigineuse à explorer pour la suite, et c'est ce qui conclut notre analyse de ces données aujourd'hui.